Écoutez les amis, je vous propose qu'on passe à la suite de l'émission. Comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau un ami, quelqu'un qui vient d'Internet comme nous, quelqu'un qui nous inspire par son travail sur Internet et qui accepte de venir nous parler de son rapport à la politique. Et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Simon Puech. Salut Simon. Ça va? Tant que je règle ce fauteuil. Vas-y. On est bon au niveau des caméras? Normalement, au niveau de l'ambre et tout, on verra bien. Ah, c'est bon, regarde, j'ai réussi à me baisser un petit peu. Impeccable. Ça va et vous? Ça va bien. Bah écoute, ça va super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci sur beaucoup pour l'invitation à vous quatre, du coup c'est très sympa. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Là c'est la course à chaque fois que je suis sur Paris, parce que je suis de Bordeaux normalement. Ça court partout. J'ai cru dans les bouchons ne pas y arriver, mais me voici, me voilà. T'es venu de Bordeaux spécialement pour Backseat et ça fait plaisir. Merci Exactement. à toi. Simon, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait te résumer? C'est compliqué. T'es sur YouTube ça, depuis un bout de temps. Je suis curieux de voir comment tu vas le faire. Je vais pas y arriver. Non mais mec, t'es sur YouTube depuis un bout de temps, tu fais des vidéos dans lesquelles tu te livres, tu parles de toi, de ton rapport à énormément de choses au monde qui t'entoure. Tu fais aussi des lives sur Twitch depuis un peu plus récemment. Comment dire? T'es quelqu'un de sensible, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui parle de culture, mais aussi de politique. Comment tu te définis toi? En gros, j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que je m'ennuyais un après-midi de 2016. Et puis ça parlait de jeux vidéo parce que c'est ma passion première. Plus le temps avançait, plus j'ai commencé à parler de beaucoup d'autres choses. Donc maintenant, c'est beaucoup géopo, société, futur, tech. En fait, je crois que le truc qui le définit le mieux, c'est vraiment genre ma bio Twitter qui dit je parle de trucs qui m'intéressent, des gens disent que c'est cool, alors je continue, tu vois. C'est vraiment, je trouve un sujet qui me passionne, je me dis tiens, on va en parler. Et si derrière, je peux d'une certaine manière faire passer certaines de mes idées ou en tout cas véhiculer des messages que j'estime importants, j'en profite pour le faire. T'as aussi baroudé quand même en faisant ces vidéos. C'est pas juste un mec dans ta chambre, t'es allé jusqu'en Ukraine quand même pour parler de la guerre. Ouais, j'ai été filmer le Donbass. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Charles Villa, grand reporter pour Brut, qui un jour m'a appelé, m'a dit gros, il y a des enfants qui meurent de faim au Tchad, est-ce que tu veux venir filmer ça? J'ai dit ok, donc j'ai été filmer ça avec Charles. Ça m'a un peu donné le goût de sortir de chez moi. Et ouais, effectivement, il y a eu ce tournage il y a quasiment pile un an, un peu plus d'un an en Ukraine, dans le Donbass. Et depuis ce tournage-là, je tente désespérément de faire ce que j'appelle une ukrainienne V2, c'est-à-dire une deuxième mission comme ça. J'avais en tête le Haut-Karabakh, j'avais aussi récemment la frontière polo-biélorusse, mais c'est hardcore de hardcore, mais il y aura une ukrainienne V2 je pense un jour sur cette chaîne. Ce serait très cool, en tout cas cette première vidéo était déjà très impressionnante. Écoute Simon, tu connais Backseat, tu sais où t'as mis les pieds, c'est une émission dans laquelle on va discuter avec toi et j'aimerais bien un peu savoir quel est ton rapport personnel à ce truc chelou qu'on appelle la politique. Alors moi j'ai grandi avec une mère qui était de droite, qui a voté Sarkozy, etc., mais qui était de droite sans trop savoir de droite. Parce que voilà, elle était de droite. Dans ma famille, il y a eu des bons investissements à une certaine époque, donc on a de l'argent, on essaie de faire un peu avec. Et puis au final, elle a commencé à ne plus rien en avoir à faire de la politique, elle ne votait plus. Donc moi, la ligne directrice des parents, ok, ma mère est à droite, je vais être à droite, mais on parle de ça, j'avais 13-14 ans, tu vois, donc tout petit. Puis j'ai eu des discussions avec ma cousine qui a fait Sciences Po Aix et qui m'a fait pas mal changer d'opinion. Aujourd'hui, Cyrus résume bien ça. Je pense que je suis plus à gauche, plus socialiste, et en même temps, des fois il m'arrive d'avoir des trucs où je me dis la droite dit pas forcément que des conneries. Et s'il y a bien un seul point sur lequel je suis avec le Raptor dissident, c'est quand il dit j'en ai marre du clivage gauche-droite parce que ça rend les gens débiles. Dans l'idée de parce que t'es à gauche, il y a plein d'autres gens qui ont dit ça. Oui, non, mais bien sûr. T'as vraiment testé le défi. Je vais citer le Raptor chez Backseat pour voir si ça les énerve. T'as réussi, c'est bien. Dire celle-là. Non, très bien. Non, ok, mais vas-y, en on est gros, parti. c'est lui que j'avais entendu dire ça et je me disais pour une fois qu'il dit un truc pas trop débile. C'est marrant parce que tu dis les deux, tu dis j'en ai marre du clivage gauche-droite, mais tu spontanément t'essayes de te positionner. C'est marrant, t'as besoin de te positionner. En gros, ce que je dis, c'est que quand je regarde ma nuance d'idéologie, d'idées, foncièrement, ça va plus à gauche qu'à droite. Mais dans l'idée, il y a des trucs qui parfois, j'ai des réflexions, je me dis en même temps, t'as pas besoin de clivage. Il y a aussi la possibilité d'être au milieu. Mais c'est juste plus pour résumer en général. T'es peut-être juste centriste, c'est pas grave. Ouais. Non, voilà. Non, vraiment pas, mais non, juste, je sais pas. Alors, quels sont les mots que tu réussirais à poser sur ton engagement, sur ta sensibilité? En gros, il y a un truc que je trouve ultra intéressant. Je sais pas si vous avez. Après avoir cité Raptor, je vais citer. C'était Ruquier qui avait dit ça. Attention, ça va tu voulais même pas dire ça. Il y a Ruquier qui a eu une interview avec Jean-Luc Mélenchon justement il y a quelques temps où il avait une phrase que je trouvais très intéressante sur justement l'union de la gauche et où il disait à Mélenchon en fait si jamais moi je devais voter pour celui qui me représente le mieux, je prendrais Macron et je continuerai de prendre Macron parce que je suis riche, j'ai de l'argent, ça me va très bien et je suis pas une minorité. C'est Ruquier qui disait ça? Ouais, il a dit ça chez Mélenchon et après il s'est un peu agacé façon Ruquier en disant moi ce qui me saoule c'est que si je vote à gauche c'est pas pour moi, c'est pour le bien commun de la France et j'en ai marre que vous mettiez pas trop d'accord. Moi je suis un peu de ce truc là, c'est-à-dire que je vis de YouTube, ça se passe pas trop mal, ma famille s'en sort bien, tout le monde s'en sort bien chez moi, mais je vote plutôt gauche pour justement juste ce que j'estime être le bien commun. En tout cas tu votes.
Ouais. Et ça, déjà, ça fait de toi quelqu'un d'un peu... T'en as pas raté une seule? Pas une depuis que j'ai le droit de voter. T'en fais un principe? Ouais, complètement. Et c'est un truc qui vient de ton éducation, ça vient d'où? Ça vient du fait que ma mère ne vote pas. Donc je comprenais pas, j'étais en mode... Et ma mère, pareil, ma mère fume, je n'ai jamais fumé. Donc tout ce que fait ma mère, je fais l'inverse, c'est bien. et en gros, ouais, je m'étais dit non, si on a le moindre pouvoir à exploiter, autant y aller, quoi. Donc bon, je vais voter. On sent que ça te travaille beaucoup, la politique. On le sent dans tes vidéos, dans ta manière d'en parler, que c'est un truc sur lequel tu réfléchis, tu as besoin de te sentir... Enfin, de savoir où t'es, où tu n'es pas aussi, c'est une autre manière de le dire. C'est un truc sur lequel tu as toujours été comme ça avec la politique, ou c'est venu un moment tardivement? Non, en fait, je pense que c'est quand je me suis rendu compte que tout est politique. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je vais m'intéresser à la politique, c'est à force de bosser des sujets, et juste, forcément, tu te fais des avis sur certaines choses, et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais ça correspond plus à d'autres personnes qui sont gauche, droite, etc., qui pensent ça. Non, je pense que la politique est venue intrinsèquement des sujets qui m'intéressaient. Où par exemple, jouer à BioShock, le jeu vidéo, mais Ayn Rand, politique, et on apprend. C'est là qu'on a vu dans tes vidéos un peu un chiffre où tu as commencé à en parler, c'était avec ta vidéo de BioShock. Exactement. Et donc, BioShock, tu peux nous parler de ce jeu d'ailleurs par BioShock, exemple. excellent jeu. On arrive dans une ville sous-marine dirigée par un gars qui s'est dit, ok, je vais laisser la liberté à tout le monde, ça va être libertarien au maximum, donc les principes d'Ayn Rand, etc., l'objectivisme. C'est ça, BioShock? Ouais, l'objectivisme. Ah, c'est Ayn Rand et tout, ils avaient fait une utopie. Non, mais en fait, moi j'ai joué qu'à BioShock Infinite, c'était de la merde, donc j'en ai fait aucun. T'as pas joué au premier? J'en ai fait aucun autre. Le premier est dingue. Le premier était vraiment dingue. Mais oui, sans doute. Et en gros, c'est une critique de ça. C'est qu'ils ont fait une utopie libertarianiste. Et tout est parti en sucette. Et tout est parti en couille. Et en fait, c'est une grosse critique de Ayn Rand, de Fontaine's, je sais plus comment ils s'appellent les deux de Ayn Rand, Fontaine's Z, un truc comme ça. Et du coup, après, t'as eu la curiosité de lire Ayn Rand Alors non, quand même pas. J'ai acheté les bouquins pour tourner la vidéo. Ils sont en anglais, je les ai pas lus. Par contre, le nombre de résumés et de synthèses que j'ai bouffé, ça, je les compte plus. Mais ouais, en fait, voilà, mon intérêt à la politique est juste venu de tout ce qui me passionnait, les œuvres culturelles, en me rendant compte qu'à chaque fois, il y avait un fond d'idéologie. Et puis, à aller creuser ça, est venu mon intérêt pour ça, quoi. Tu t'es déjà posé la question de ta légitimité à en parler? Oui, j'en ai aucune. Ouais, mais ça a pas l'air de te déranger. Non, j'en ai pas plus qu'aucun citoyen. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets que je maîtrise pas aussi bien, par exemple, que Usul, que Gaspard, que toi, tu vois. Il y a plein de sujets, mais en fait, le seul truc, c'est que quand j'ai tort, j'essaie de le dire. Ça me dérange pas de dire, non, je me suis trompé, ok, t'as raison. Mais non, j'ai pas plus de légitimité que qui que ce soit. Tu sens une responsabilité du coup, parce que quand on a une audience, qu'on est jeune, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même âge, mais je suis 25 ans. Ouais, 24. Ok, voilà, c'est ça. Du coup, c'est ça. Tu sens que tu as une responsabilité, justement, vu qu'on est jeune et qu'on est en train d'éveiller d'autres personnes qui, en général, parfois notre âge, parfois plus à la politique, justement, de pas dire de conneries, parce que tes vidéos, elles font des centaines de milliers de vues. Donc, comment tu ressens cette pression-là parce que j'imagine que c'est une pression, non Ouais, c'est du quintuple check, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos, par exemple, où je prends l'exemple de l'Ukraine, parce que c'est celle dont on a parlé. À la base, je devais aller couvrir les deux côtés, c'est-à-dire le côté pro-russe et le côté ukrainien. Et quand j'y étais, je savais très bien qu'au final, le côté pro-russe n'a pas pu se faire pour plein de raisons avec la Russie et le Covid. Du coup, en allant là-bas, je savais très bien que j'allais filmer que le côté ukrainien. J'allais me prendre des tirs de super, tu défends les fascistes côté ukrainien, gna 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 gna. Quand il y a des sujets que je fais où je sais que ma vision est très progressiste sur les choses, je vais me prendre des tirs de la part de certains plus réactionnaires. Écoute, est-ce que j'ai une responsabilité? Oui, idéologiquement, j'estime que j'ai pas à me mettre de barrière vis-à-vis de ce que je pense. Par contre, factuellement, là, j'essaie de tout checker, quoi. Voilà. Ouais. Les faits, je les check, l'idéologie, moins. Léa? Moi, j'avais une question qui m'intéresse parce que je la fais courte, mais moi, j'ai bossé avec des photoreporters en zone de conflit, notamment. Moi, je les ai pas accompagnés, mais eux étaient sur place. Et ils sont un peu... surpris de voir des jeunes un peu comme toi aller sur ce terrain qui est super dangereux, et beaucoup considèrent qu'il y a une forme d'irresponsabilité de se lancer comme ça et d'y aller un peu genre avec ta bite et ton couteau et de débarquer et de faire tes vidéos, alors que c'est des endroits où tu peux vraiment t'es dans des zones de conflit, donc c'est archi dangereux. Comment tu fais toi pour anticiper, apprécier la dangerosité, et comment tu fais pour être en sécurité en fait, parce que ça peut vraiment barrer en couille, quoi. Alors moi, encore une fois, je suis pas grand monde vis-à-vis de ça. Faudrait plus poser cette question à Charles. Non, moi, j'ai un truc que je dis souvent, c'est l'Ukraine, c'était moins dangereux que les gilets jaunes. Et je le dis sincèrement. J'ai filmé, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle 2 mois avec les gilets jaunes, où j'étais sur les Champs-Élysées quand le Fouquet se brûlait, etc. Et en fait, quand on est en Ukraine, par exemple, si on suit les consignes des militaires, si on marche pas à droite à gauche, il n'y a pas une mine qui va nous sauter dessus, on va pas se prendre un tir perdu. Enfin, vraiment, ça va aller. Que les gilets jaunes, pendant 2 mois où j'ai filmé, même si je me comportais comme un ange, c'était pas impossible que je me prenne un tir de LBD gratos qui sortait de nulle part perdu. Donc en fait, je me sentais plus serein avec les militaires en Ukraine que en plein milieu des manifestations gilets jaunes. Comment on apprécie la dangerosité?
sujet. Honnêtement, l'Ukraine, très sincèrement, ça allait. Le Tchad, pareil, ça allait. Maintenant, ça m'est arrivé effectivement qu'on me propose, au final, ça s'est pas fait pour plein de raisons, Syrie, Afghanistan, etc. Là, c'est vrai que, bon, quand tu as le coup de téléphone que tu raccroches, tu fais... Bon, au final, ça s'est pas fait, donc je saurais pas dire. Mais honnêtement, l'Ukraine, ça allait. C'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parle de politique et à aucun moment tu n'as parlé spontanément des personnalités politiques. Oui, alors j'allais te demander d'ailleurs. J'allais lui demander. Jules, ce sera la question du Jules. Parce que j'ai regardé tes dernières vidéos, etc. Tu fais rien spécialement sur la présidentielle française, le climat politique en France. Là, en ce moment, ça t'inspire vraiment rien? Moi, ça m'inspire le désespoir. Oui, tout savoir. Et tu le couvres pas du coup alors que... Non, en fait, je fais pas des vidéos réellement d'actualité. Je fais des vidéos sur des sujets plus généraux, mais je couvre pas l'actualité à l'instant T. Non, mais tu pourrais trouver un truc. Bien sûr, évidemment. Maintenant, dans mes, en fait, c'est plus une infusion réellement qu'un drop d'idées. J'essaie d'infuser des idées petit à petit, en tout cas celles qui me correspondent. Maintenant, moi, politiquement, concrètement, Zemmour, Marine Le Pen, j'en peux plus. Macron, non plus. Et à gauche, j'en ai marre aussi. Donc, c'est marrant parce que dans ta démarche, on a l'impression qu'il y a presque un peu de prosélytisme. Genre, tu dis que tu veux infuser des idées. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de convaincre et dans quel but? En fait, j'essaie de convaincre personne. Je convainc personne. Je dis juste, voilà, moi, c'est ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien. Et puis, s'il y en a quelques-uns qui vont se dire, ah, mais c'est intéressant ce qu'il a dit. Peut-être que je vais me renseigner. Tant mieux. Mais moi, dans mon idéologie, pas dans mon idéologie, dans ma vision de mes vidéos, je me dis pas, je vais parler de tel sujet pour convaincre ces gens-là que ça, c'est une bonne idée. C'est juste. En fait, mes vidéos, elles transpirent moi. Donc, partant de là, voilà, mes idées passent dedans. Gaspard. Alors, pourquoi les théâtres de guerre, pardon? Est-ce que t'as pas peur que ça fasse un peu d'abord BHL? et Gaspard ensuite. Non, en fait, pourquoi les théâtres de guerre? Honnêtement, je vais être franc, parce que c'est intéressant visuellement et qu'en termes d'expérience, c'est cool à faire. Enfin, c'est cool à faire dans le sens, il y a un truc à vivre, en fait. Non, mais c'est intéressant. Et puis, c'est visuellement intéressant. Mais c'est une réponse très superficielle. Oui, alors, je vais te donner un exemple qui est horrible. Le Haut-Karabakh. Je voulais aller au Haut-Karabakh, filmer. Le problème, c'est que les Russes ont absolument verrouillé toute la zone. Impossible d'aller au Haut-Karabakh. Je trouve un fixeur sur place, je me débrouille pour tout. Il me dit, écoute, le Haut-Karabakh, c'est impossible que je te fasse rentrer, t'as pas de carte de presse en plus, c'est mort. Mais l'Azerbaïdjan, un peu comme Israël-Palestine, grappille du terrain sur l'Arménie depuis qu'ils les ont battus. Ça, tu peux aller filmer. Très bien. Je regarde sur Internet, je vois ce que ça donne. Au final, on parle de quoi? De drapeaux dans des villages et de plaines. Il y a rien. C'est juste des mecs, la nuit, ils se déplacent, hop, ils mettent un drapeau, ils avancent. C'est intéressant comme sujet, mais il n'y a rien à montrer. Et pour YouTube, Dieu sait que, à un moment, faut catcher un petit peu. Tu vois que l'Ukraine, c'était bon plan. C'est très visuel, c'est pas très loin, c'est pas très dangereux. Donc on y va. C'est horrible. Il y a des conflits sexy et d'autres qui le sont moins. Mais c'est horrible, mais c'est ça, ouais. Ça pose la question, en fait, sur quel est véritablement l'intitulé de ton job. Parce que on souffre tous, je pense, autour du plateau d'un truc où on dit, voilà, on est youtubeur ou alors podcast. Mais en fait, ça veut rien dire. C'est un mot... Il y a tellement de choses sur YouTube, tu fais pas le même boulot que Michou. Pour autant, on te donne le même intitulé. Donc, moi, ma première question, et en vient une autre après, mais ma première question, c'est sur l'intitulé de ton job. Tu penses que t'es quoi aujourd'hui? Je dis vidéaste, créateur de contenu. Des fois, on me dit, ouais, mais tu fais un travail qui s'apparente à du journalisme. J'ai absolument pas cette prétention. Je me dis pas du photoreportage, parce que, vidéo-reportage, du coup, je saurais pas comment on dit. Encore une fois, l'Ukraine, les Gilets jaunes et le Tchad, c'est 3 vidéos sur ma chaîne qui aujourd'hui, là, tout à l'heure, j'ai posté la 101e. Donc en réalité, ouais, mais en vrai, je dis créateur de contenu. Et c'est quand même des gros projets sur lesquels tu t'es fait connaître. L'Ukraine, c'est un de tes plus gros succès. Ouais, elle a fait 1 million et quelques, c'est le plus gros. Et comment tu les finances? Parce que ça doit être hyper... Là, on a vu que c'était Rhino Shield qui finançait, alors, ça l'Ukraine, c'est rigolo. J'avais contacté, j'avais envoyé des messages au Monde. Je crois que j'en avais envoyé un Mediapart, j'en avais envoyé à l'Express. J'étais en mode, salut les gars, enfin les classicos, quoi. Salut les gars, je me casse en Ukraine filmer. Est-ce que quelqu'un a du budget? Personne n'a répondu. Ils répondent pas à ce genre de mail. Déjà qu'ils n'ont pas énormément de thunes pour leurs propres journalistes. Mais je me suis dit juste envoyez-moi et puis voilà. Personne n'a répondu. C'est une réalité. Enfin, le métier est vraiment. Du coup, j'ai commencé à aller piocher à droite à gauche et puis Rhino Shield ont fait bon, ok. Ça pose vraiment la question, tu vois. Moi, souvent, parce que parfois on m'invite, j'imagine peut-être un peu comme toi, sur des trucs où vous participez au renouveau journalistique ou au renouveau du travail journalistique quand vous faites des vidéos d'actu sur YouTube. Et moi, je dis toujours, mais en fait, il faudrait qu'il y ait les grandes rédactions, les grands médias qui nous tendent la main, parce que du coup, c'est hyper intéressant. Là, c'est une boîte privée. Qui vend des trucs en B2C, enfin, qui vend des coques d'iPhone, quoi. Il y a un truc hyper capitaliste qui va financer
ton reportage en zone de guerre. Ça paraît dingue quand même. C'est un nouveau modèle. On me l'a dans la vidéo, il y a plein de gens qui disaient putain mais c'est trop chiant, la vidéo est bien et en plein milieu tu me cales Rhino Shield. Bah ouais gros, mais tu veux que je fasse comment en fait, tu vois. Donc c'est assez. Alors il n'y a pas eu, cette vidéo a été très bien reçue etc. Mais Rhino Shield, il y a eu 2-3 articles où des mecs pro-russes etc. m'accusaient d'être payés par je sais pas quoi, et il y a eu 2-3 articles qui sont baladés plein de fautes d'orthographe sur des sites complotistes en mode Rhino Shield finance le fascisme ukrainien, tu vois. Et j'étais là mais non, juste en fait ils m'ont filé du bif pour aller filmer un truc. Tu te prends souvent des tirs dans la tronche sur internet? Pas trop. Non, pas trop. Non, c'est une question que j'allais te demander. Non, il y a une vidéo, c'était un format que j'avais avant qui s'appelait Chrono, qui était sorti juste avant la présidentielle de 2017, qui s'appelait Être français avec Omar Sy en miniature, et ça parlait de Black Blamber, etc. Je pense que ça s'était très bien passé pendant quelques jours. Quelqu'un a dû le partager sur un forum type extrême droite, et là il y a eu quelques mecs qui se sont énervés. À part ça, j'ai jamais eu de bad buzz. J'en ai eu un quand j'étais chez Underscore où j'ai expliqué aussi ma vision du harcèlement Twitter, comme quoi j'en avais pas grand chose à faire si ma communauté attaquait des gens, c'était à leur risque et péril. Ça a été très mal reçu et je me suis fait déchirer. Je te garantis, et je me suis fait déchirer dans les commentaires de la vidéo Underscore, mais à part ça sur YouTube en général j'ai jamais eu de bad buzz, ça va. Et tout à l'heure tu disais que la droite et la gauche ça rendait les gens très cons, tu faisais référence à quoi? C'est-à-dire que j'ai déjà rencontré des gens à qui je discutais de droite, je leur donnais des idées de gauche plutôt d'un point de vue social, ils étaient en mode tu les sentais coincés parce qu'ils se revendiquaient de droite, et j'étais en mode et inversement à gauche, tu vois. D'accord, c'est un enfermement, un sectarisme. Oui, un truc, exactement, parce que tu dis je suis à droite donc je resterai pensé à droite. Ça c'est à droite, ça reste à droite. Ok, d'accord. Je reviens sur la question qu'a posée Isul tout à l'heure sur la campagne présidentielle là 2022. Elle bat son plein là déjà depuis septembre dernier. Est-ce que tu la suis? Ah bah, je la suis carrément et justement j'ai vu que vous avez Olivier Faure après tout à l'heure. Ouais. Je la suis carrément entre l'union ou pas à gauche, entre Zemmour qui marque des points, entre Macron qui se frotte les mains, je la suis, ouais. Si tu veux des émotions fortes, tu peux aller au meeting de Zemmour. Hein, si oui, j'ai vu. Si tu veux des images, c'est sympa. C'est quoi, images de violence les oeuvs qui sont chauds. J'ai fait en live justement, j'y avais réagi juste après. Franchement, je crois que de ma vie, j'ai jamais eu les larmes aux yeux pour de la politique. Et devant le truc des meeting de Villepin, les antiracistes qui se font taper par les oeuvs et tout. Là, c'est une des seules fois. Et j'avais appelé ma meuf après et tout, où j'étais vraiment en mode là, c'est particulièrement grave quoi. C'est intéressant, c'est un turning point pour toi. Il s'est passé un truc turning grave. Point, mais j'avais jamais vraiment eu le cœur là, quoi, à me dire. Donc ça, en fait, c'est mes compatriotes, quoi. Ça, c'est des gens qui estiment que la France, c'est sans noirs, sans arabes, et que les immigrés sont une galère. Donc, et les immigrés, on entend leurs immigrés, c'est-à-dire les noirs et les arabes, pas les polonais et les italiens. Donc j'étais, ça, c'est vraiment une fois, en tout cas, le meeting de Villepinte, où c'est la seule fois de mon histoire politique où je me suis dit, waouh. Gaspard. Alors vraiment, pseudo rien à voir, mais tu fais une vidéo par rang. Alors je sais pas si tu vas la faire cette année, où tu résumes un petit peu les faits qui se sont C'est fini. Merde. Tout le monde me la demande. C'est les points rares, ouais. Ouais, mais du coup, si tu l'avais fait en 2021, ça aurait été... Il y aurait eu quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est quoi les événements qui ont marqué en fait, je l'ai arrêté parce que entre le 2020, 2019 et 2018, j'avais l'impression que ça se répétait un peu. J'avais l'impression un peu de toujours dire la même chose, c'est-à-dire l'écologie, il faudrait plus s'en occuper, la politique, oh là là, et voilà. Donc, mais là, cette année, je pense que le point d'orgue qui, moi, me fatigue énormément, c'est qu'en fait, comment on peut mettre un mec comme Zemmour autant en avant de la scène, quoi. Ça, c'est le truc qui me fatigue le plus. Après, l'échec de la COP, là, c'était aussi quelque chose qui m'a pas mal marqué. Et en général, quand je fais ces émissions-là, ces points rares, donc les résumés de l'année, je t'avoue que je reviens au début de l'année et en fait tout va tellement vite qu'il y a des trucs de janvier, je me dis waouh, mais c'était en janvier ça. Donc là récemment c'est l'échec de la COP et Zemmour qui m'ont beaucoup marqué. Comment t'en es venu à faire ces formats-là qui sont quand même... Moi, la première fois que je suis tombé dessus il y a quelques années, je trouvais ça assez conceptuel. Il y a des artistes qui t'ont inspiré, des youtubeurs, je sais pas, parfois on dit... Il y a des Français qui ont été hyper inspirés par des youtubeurs ricains. Est-ce que ça a été ton cas? Moi, à la base, Chrono, c'était un format qui devait espacer les jeux vidéo, qui sont l'émission qui parlait de jeux vidéo sur ma chaîne YouTube. Okay. Je me suis inspiré esthétiquement de pas mal de trucs. Il y a une inspiration de Tales from the Click, visuellement, pour un fond simple avec des images qui apparaissent. Et en termes de ton, alors il y a un mec que j'écoute énormément, c'est mon artiste français préféré, c'est Orelsan. Donc je pense qu'il y a eu 2-3 forcément. Le sociologue. Ouais, le sociologue, exactement. Il y a eu 2-3 forcément trucs qui sont passés. Après, j'ai aucune prétention, ce mec est un génie de l'écriture. Mais je pense que dans le ton, c'est un peu ça. Maintenant, je l'ai arrêté parce que en fait, ça devenait beaucoup trop chronophage. Et voilà. Et comment tu t'informes toi-même?
Parce que tu disais, tu as envoyé des mails au Monde, à Mediapart, mais ça fait partie du paysage de tes lectures. C'est comme ça que tu t'informes? Je m'informe avec ouvrez les guillemets. Ah oui, ça c'est bien ça. Je connais ça. Ah, c'est un petit mec qui fait ça aux cheveux longs. Avant, il était chez JVC, je sais pas si tu vois. Je connais JVC, j'adore. Mais non, en vrai, énormément de médias YouTube. Donc il y a du Mediapart, il y a du Blast, donc forcément tu connais. Il y a du Monde, il y a de temps en temps, je vais voir ce qui se fait en face aussi au Figaro. C'est juste, je lis beaucoup d'articles en fait. Je passe vraiment beaucoup de temps à lire des articles. VA+, non, je sais pas. Non, alors bon, pas jusque là. Mais aussi, du coup. mais du coup, ça a toujours été le cas. C'est tardif la lecture de la presse ou c'est un truc que tu as pris tôt? J'ai jamais été lecteur, en tout cas de fiction. Et au final, je crois que la lecture de la presse en ligne est venue avec la nécessité d'écrire des vidéos. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à devoir écrire des vidéos, à me renseigner sur des sujets, je me suis mis à traîner sur des médias de presse classiques, quoi. Et puis après, je me suis dit, mais c'est intéressant. J'ai commencé par les Anglais. J'ai commencé par lire du Vox, du New York Times, ce genre de trucs, Vice à l'époque quand c'était bien, ce genre de trucs. Et puis maintenant, je me suis mis au français aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Tout à l'heure, tu parlais de ton désespoir face à la classe politique. Y a-t-il des personnalités politiques ailleurs dans le monde, par exemple, qui t'inspirent? Alors non, il y en a, non pas ailleurs dans le monde, en France. Alors en France, c'est encore mieux. En France, ouais, j'aimais beaucoup, mais il a disparu. Je sens que je vais avoir des regards de jugement. J'aimais beaucoup Hamon. Benoît Hamon, ouais, j'avais un truc avec Hamon. Il est disparu, il est pas parti très loin. Ouais. Et au final, en fait, parce que notre système électoral est cassé, en 2017, j'ai voté Mélenchon au premier tour, malgré le fait que je préférais Hamon, parce qu'il avait aucune chance. Et puis, bref, après voilà. Après, je me suis orienté vers Christiane Taubira. Le problème de Taubira, c'est qu'elle a pas de programme en fait. À part incarner des trucs sympas, elle a pas de programme. Puis elle a fait un dérapage qui était assez énervé avec le vaccin. Elle voulait pas s'engager à conseiller la vaccination à ses concitoyens d'outre-mer la vaccination. J'étais là, ça se défendait, hein, je trouvais. Oui, mais sur le moment, j'étais en mode. Oui, mais les injonctions à machin, bref. Je trouvais que c'était pas un dérapage pour moi. Mais enfin bref. Mais moi, j'étais en mode compliqué. Et du coup, pendant un petit moment, Taubira, et aujourd'hui, pas grand monde, hein. Honnêtement, pas grand monde, quoi. L'Union Hidalgo, là, t'es pas hypé? Non, moi, j'aurais bien aimé te dire oui, mais pas du tout. Parce que du coup, l'Union de la gauche, là, dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui a pris un coup d'accélérateur depuis qu'Anne Hidalgo a annoncé se mettre dans la primaire populaire, est-ce que c'est un truc dans lequel tu crois? En fait, c'est un truc dans lequel je croyais, mais quand on voit bien que Montebourg et Hidalgo le font par pur opportunisme, je me dis bon, ça fait chier. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens, quand je parlais de ça, j'ai fait un tweet assez énervé d'ailleurs, où je disais bon, vous faites chier les mecs à gauche. Et en fait, il y a beaucoup notamment de pro-Mélenchon et de pro-Roussel qui sont venus me dire mais en fait, on va pas sacrifier nos idées juste pour le principe de faire passer quelqu'un à gauche. Et j'ai répondu écoute, ça me fera une belle jambe quand Mélenchon se fera éliminer pour la 3e fois au premier tour. Tu vois que t'es pas sacrifié tes idées, mon pote. Mais en attendant, ça fait un boulevard à l'extrême droite et à Macron, quoi. Donc, tu forces le compromis. Non, mais c'est. Non, mais oui, à un moment, c'est ça qu'on peut faire un compromis politique, effectivement. Honnêtement, je préfère quelqu'un à gauche, n'importe qui fait des compromis, que Macron ou la droite ou l'extrême droite, vraiment. Donc en fait, c'est vraiment le plan du désespoir, tu vois. C'est horrible, mais on en est là, selon moi. Ça vous inspire ce qu'il dit sur le Jules, il se décompose, il fait putain. Non, parce que Jules est plutôt d'accord avec toi. Non, j'ai un peu défendu un truc comme ça un peu la semaine dernière en disant que. Mais bon, par contre, il faudrait accepter que c'est clairement pas pour refaire de la gauche à la Hollande. Ah oui, non. Donc il faudrait que le Parti Socialiste, il y a une mollo sur. Et pas le dessus dans cette alliance-là, quoi. Complètement d'accord. On en reparlera tout à l'heure avec Olivier Faure. Il est toujours en forme. Moi, j'avais un point peut-être pour revenir un tout petit peu sur tes reportages de guerre. Parce que. Ah, ça t'intéresse, hein, mais vas-y. Moi, j'avoue, j'ai bugué quand t'as défendu ça, la manière dont tu l'as défendu tout à l'heure. Mais en vrai, c'est ça. Défendu faut que ça soit vendeur, quoi. C'est horrible, mais c'est YouTube, tu vois. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Comment tu fais pour pas devenir BHL? Bernard-Henri Lévy. La question, il lui a posé tout à l'heure. Je lui ai dit BHL aussi. Il lui a dit, tu fais pas un peu BHL? Ah merde, pardon. Mais déjà, vous êtes trop raccord tous les deux. Gaspard Usul. Tu sais comment? Parce que je connais très peu le travail de BHL. Voilà. Alors, quelqu'un peut expliquer le travail de BHL? Voilà, donc expliquez-moi BHL et je vous dirai comment je fais. Mais il fait rien. Non, mais bon, ok. non, pardon, j'aurais pas dû. Après, moi, je comprends tout à fait la dimension visuelle. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai bossé avec un photoreporter et lui, il me disait, là, je dois aller couvrir cette actualité ou ce conflit dans tel pays, machin. Je sais que visuellement, ça va être super chaud parce que il faut que tu puisses
tu puisses te projeter pour dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme image. Mais si tu veux, en Ukraine, j'ai même une scène marrante. Donc déjà, mon fixeur sur place, pendant un mois, je l'ai tanné. Je lui disais à chaque fois qu'on s'était au téléphone tous les 3 jours, je disais je veux des tanks, je veux des AK, je veux des tranchées, tu vois, je lui disais tout ce que je voulais, quoi. Je veux des ruines, je veux tout. Et il y a des scènes, donc lui, il a galéré, on a fini par avoir tout. Et je me souviens d'une scène où on nous amène au front. Concrètement, il se passe rien. Donc il y avait des mecs qui prenaient le café avec leur chien qui claquait la porte et ça les faisait chier. On dort sur le front, on revient au QG général, on va voir le major qui fait alors il est content ton youtubeur français là. Et moi je dis à mon fixeur, je lui fais bon bah dis-lui qu'en fait gros si tu veux qu'on monte des mecs qui prennent le café, c'est nickel mais enfin faut qu'on défende. Mais en vrai c'est aussi une réalité. En fait, tu demandes la mise en scène. Non c'est pas de la mise en scène. Bah, mais c'est ce que tu demandes. Parce que je lui disais. Tu te rends compte que dans un film ou dans une série tu serais un méchant. Oui je sais. Attendez parce qu'en fait je savais que il y avait pas loin des mecs qui vraiment étaient avec des mitrailleuses en train de surveiller, tu vois, pas tirer ni quoi que ce soit mais ils surveillaient. Donc je lui disais arrêtez de me montrer une hutte où il y a des mecs qui prennent le café, amenez-moi voir les trucs. Oui, parce que finalement, ils te montrent aussi ce qu'ils veulent. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que pour te confronter aussi un peu, ce que tu décris, en disant bah voilà je veux des images violentes ou en tout cas je veux montrer cette partie-là, c'est ce qu'a fait CNews pendant 5 ans et en montrant des images de Paris à feu et à sang et en faisant réagir comme ça épidermiquement à l'émotionnel, en faisant réagir la peur, le sentiment de danger. Et c'est ce qui aujourd'hui est le constat de notre. Le truc c'est que moi j'ai aucun problème à dire que c'est pas dangereux et qu'il se passe rien. En fait, moi je voulais un truc qui visuellement soit intéressant, donc entre autres une mitrailleuse, tu vois, ou des mitrailleuses ou des tanks, mais tu les vois pas tirer, tu les vois pas bouger. Dans la vidéo, je te dis que c'est calme, qu'on a dormi, qu'il s'est rien passé, tu vois. Tandis qu'il n'y a pas de suscitation. Tu montres aussi honnête. cette En fait, réalité. C'est juste visuellement que ce soit pas des champs vides. Oui, mais tu dis le fond. On peut aussi se dire que avoir ton petit frisson esthétique sur des conflits armés avec des gens dedans. Moi, je suis c'est le mec qui prenait le café. Il était peut-être très content, au contraire, d'avoir pris le café plutôt que de s'être lancé dans un échange à feu nourri. Ah non, bien sûr. Et c'est aussi intéressant à documenter. Ouais. Et toi, Mais ça, il y a des séquences dans la vidéo où j'en parle. Du coup, je sais pas que tu m'as l'air d'avoir aucun problème moral à te dire je fais mon beurre sur des situations humaines, pas du tout, politiques, catastrophiques, machin, et j'arrive et je veux des belles images. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que encore une fois, je suis un peu sidéré. C'est moi, CNews en fait, c'est l'émergence de CNews. Non, mais en gros, encore une fois, je montre effectivement les fusils. En fait, si tu veux, ce que je voulais pas, plutôt on va prendre ça dans ce sens-là. Ce que je voulais pas, c'était une vidéo où je dis, voilà, il y a la guerre en Ukraine et je montre des arbres, des forêts, 3 camions qui transportent des boîtes et c'est tout. Donc en fait, t'étais sans arrêt obligé de te battre pour filmer des trucs parce qu'eux, ils sont toujours, bon, si on filme des trucs, les Russes vont le voir sur YouTube, ça va faire des infos en face et tout. Mais encore une fois, il n'y a pas de moment où je dis oh là là c'est une catastrophe, on se fait tirer dessus mon Dieu. Non, c'est calme, il se passe rien, juste j'ai filmé mon lance-roquette et j'ai filmé mon char parce que c'est réellement ce qu'il y a en fait. Il y a réellement des chars et des lance-roquettes sur le terrain, juste ils veulent pas te les montrer. Donc t'es obligé de te battre pour avoir ces images là. Parce qu'effectivement ça existe aussi la mise en scène, alors toi c'est pas ce que tu fais mais ça existe aussi la mise en scène de gens qui font semblant. On connaît le reporter qui se cache avec son rangé par balle etc. alors que des gens vont témoigner en disant mais en fait il fait semblant parce qu'en fait là je sais très bien où il était. Oui, comme HL. Mais en fait dans la vidéo il fait semblant la guerre. HL fait semblant la guerre. Dans la vidéo, ce que tu vois dans la vidéo de l'Ukraine, c'est exactement ce que moi j'ai vu dans la vidéo de l'Ukraine, à l'exception, sauf que si j'avais pas insisté pour avoir ces images-là, je les aurais jamais eues. Mais réellement, la vidéo de l'Ukraine, c'est l'Ukraine. Là où quand on prend ces news, ou peu importe quel média sensationnaliste, ce que tu vois, c'est pas la réalité. Moi, dans la vidéo de l'Ukraine, c'est réellement comme ça. Il se passe rien, mais t'as des AK, des chars et des machins. Sauf que les AK, les chars et les machins, si j'avais pas bataillé comme un ouf avec mon fixeur, je les aurais jamais eus. Quel espoir est-ce que tu as pour les années qui viennent ? Tout à l'heure, on a été un peu badant sur notre première partie quand on parlait du retour de la violence d'extrême droite. C'est une réalité de notre paysage politique actuel, notamment dans le cadre de cette campagne. Est-ce qu'il y a des éléments qui, toi, te donnent espoir ? Ce sera la dernière question. Pas des masses. En vrai. En fait, j'avais espoir en la jeunesse pendant un moment. Et puis, quand j'entendais tout à l'heure Gaspard, et même il y a des chiffres qui disent, en fait, ils vont juste pas, encore une fois, pas voter. Pas trop. Franchement, c'est horrible, j'aimerais contraster, mais pas des masses. Non, en vrai. Il y a un sondage qui est sorti dimanche, on voulait en parler dans la première partie, puis on l'a pas fait, on a oublié, mais qui montrait que le vote des jeunes avait tendance à de plus en plus s'aligner. C'est pour ça, souvent on dit les jeunes, ça veut rien dire. En effet, il y a des jeunes bourgeois, comme il y a des jeunes prolos, comme il y a des. Voilà, il y a plein de jeunes et ils ont des classes sociales à eux à chaque fois, et c'est pas pareil. Et en fait, c'est en train d'être de moins en moins spécifique le vote jeune, et finalement, comme dans la majorité des cas, finalement, les gens votent même de plus en plus comme leurs parents. Le retour du vote familial, ouais. Ce qui n'est pas absurde quand on voit le poids de l'héritage, le poids, car c'est Piketty qui parle énormément de ça, du retour du poids de l'héritage, qui fait qu'on est une société de la reproduction.
et que du coup oui, tu votes comme tes potes, tu t'alignes sur les intérêts de classe de ta classe. Oui, parce que la famille est ton premier cercle de socialisation, donc c'est pas étonnant que les jeunes partagent donc il n'y a pas grand chose à attendre des jeunes, en effet. En tant que jeune, ouais. Il faut peut-être être prudent aussi sur ce dénominateur commun qui est le jeune, en fait, parce qu'il y a des jeunes, il n'y a pas qu'un jeune. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que l'analyse sociologique à base de génération X, Y, etc., c'est un peu délicat. Il n'y a aucun universitaire qui reprend ce verbiage-là, qui est vraiment un truc de merde. Je pense qu'il faut une grille de lecture qui soit plus complète aussi, avec la prise en considération du background social, tout, quoi. Ouais. Gaspard, dernier truc. Sans faire une salamée à Natou pour ceux qui ont la référence sur On n'est pas couché il y a des années. Je l'ai fait gaffe à ce que tu veux dire. Ne fais pas une ardisson à Squeezie, s'il te plaît. C'est quoi l'étape d'après pour toi Non, c'est ça la question. Ça c'est la question posée à la Natou, mais posée à ma manière à moi. C'est quoi les projets que tu aimerais mener justement avec ta chaîne YouTube, et où est-ce que tu te vois évoluer justement sans un truc très précis, tu vois? J'ai envie de continuer en fait d'avoir ce double truc. Plus de guerre. Plus de guerre et plus de Drucker aussi. Plus de Drucker aussi. Salut mon pote. Le mélange guerre et Drucker, je vois pas du tout ce que ça donne, mais plus Drucker, ça me fait peur. Non, mais en gros, je pense que c'est un peu ce truc, c'est-à-dire que j'ai des vidéos assez légères, là j'en ai sorti une tout à l'heure sur Lozint, des trucs tranquilles, et en même temps essayer d'avoir ce que j'appelle du coup maintenant les ukrainiennes, c'est-à-dire des reportages qui s'agissent de conflits, mais pas que, on parle de l'Ukraine parce que c'était un conflit et tout, mais ça peut aussi être, je sais pas, Tu devrais peut-être pas appeler ça comme ça. De quoi? Tu devrais peut-être pas appeler ça comme ça. Non, mais moi je le fais comme ça parce que je me référencie à ça, mais non, en gros des fois des gros projets à l'étranger ou alors en France, quand il se passe des choses vraiment... encore une fois, je sais que Usul, ça choque un peu, mais il faut que l'actualité soit visuelle pour YouTube. En vrai, c'est triste, mais c'est ça. Je peux pas filmer des plaines et des drapeaux. Je comprends. Donc en gros, juste quand il y a des sujets ultra intéressants qui moi me parlent et où en même temps il y a un potentiel visuel, essayer de le développer le plus possible dans la mesure où c'est faisable. Parce que j'en ai eu plein qui se sont pas faits parce que quasiment injouables à accéder. Voilà. Merci Simon d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de Avec plaisir, ça. Merci à toi.